Vous avez sûrement déjà vu ce dessin qui se promène pas mal sur le web où on voit un iceberg qui sort un peu de l'eau et la photo nous le présente un peu en version radiographique, là. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'il y a en dessous de l'eau puis au-dessus de l'eau. Et c'est écrit ce qu'on voit du travail pour le succès. Puis là, on voit le petit bout du iceberg qui dépasse de l'eau. Mais ce qu'on voit pas, donc tout le travail que ça prend, puis qui est souvent invisible dans toute histoire de succès, c'est tout ce qui est en dessous de l'eau, là. Puis c'est énorme. C'est une grosse portion du iceberg. C'est généralement ce qui se cache derrière les histoires de succès. Aujourd'hui, on va poursuivre notre... en fait, ce que j'essaie de vous... je mets l'accent sur les choses que vous savez peut-être pas ou ce que je suis en mesure là, de vous donner comme information ou comme tea, comme on dit, de ce qui s'est probablement passé derrière l'architecture du succès de The Weeknd. Alors, bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquette, stratège de haut niveau, ancienne PDG dans l'industrie musicale, conseillère en notoriété, spécialiste des récits invisibles du succès. Je vous emmène dans les coulisses de la stratégie, du pouvoir et de l'influence. J'ai une idée, c'est un podcast francophone, d'opinion, sans entrevue ni détour. Une voix seule, mais jamais isolée. D'ailleurs, merci pour ceux qui s'abonnent, puis s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Aidez-moi à monter mon YouTube à 500. J'y pense, hein, mon YouTube. Donc, on a quand même, tu sais, ça a quand même augmenté le nombre des abonnés, mais la plupart des gens l'écoutent sur Spotify ou Apple. Mais une fois que je suis rendue à 500 sur YouTube, ça va me donner un petit peu plus d'espoir d'un jour pouvoir monétiser ce contenu que je fais pour vous gratuitement, avec mon cœur et ma passion. En fait, donc abonnez-vous à YouTube, s'il vous plaît, puis abonnez-vous sur les plateformes aussi, c'est super important pour nous, les créateurs de contenu. Fait que, comment ça va tout le monde? Oui. La semaine passée, vous avez eu droit à un rappel parce que ça faisait 1 an, là, c'était le décès de Shannen Doherty. Puis c'est un épisode dont on m'a beaucoup parlé. Puis d'ailleurs, il a été vu plus que les autres sur YouTube. Fait que je me suis dit que j'allais vous le repartager. Et j'ai une question. Si ça me ferait plaisir si vous preniez le temps de venir commenter puis de me donner la réponse. Mais avez-vous des épisodes préférés? Parce que vous voyez, celui-là, Shannen Doherty, je m'en suis fait parler. Puis certains autres, mais c'est pas tout le monde qui m'en parle. Donc, si vous m'écoutez puis vous avez des épisodes préférés, parce que là, je vous prépare là, ma saison d'automne. Alors, j'ai toujours plein de sujets dont j'aimerais vous parler. Là, j'ai un épisode que je vous ai préparé sur Dalida. Parce que j'ai encore vu un de ses films biographiques, là. Alors, je voulais vous faire un blueprint sur Dalida qui s'en vient. Mais si vous avez... Parce que des fois, je me pose des questions. Il y a certains épisodes qui ont attiré votre attention aussi, qui sont plus stratégiques, plus... je raconte pas l'histoire de quelqu'un. On est plus dans les conseils, dans les pistes, d'explorer comment grandir son audience, comment devenir une superstar du web. Donc, est-ce que ça, ou des fois, je vous parle de phénomènes viraux que je vois, là, qui se passent... ça aussi, ça suscite un certain intérêt. Bref, si vous avez des épisodes préférés, ça me ferait bien plaisir si vous venez m'en parler. Donc, commentez sur Spotify, sur YouTube, sur Apple, puis je vais aller vous lire avec grand intérêt. Là, la fabuleuse carrière de The Weeknd, c'est pas une job facile. Parce qu'il y a tellement de choix à faire dans ce que je veux vous raconter. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai dû faire des choix là, sur certains de ses succès ou certains de ses échecs aussi, qui contribuent là, à son énorme popularité. Puis tu sais, quand je vous dis énorme, là, c'est énorme, là. No joke, là. Je vais aller...
je l'ai sorti en chiffres. Là. À quoi ça ressemble? Là? Ça ressemble, c'est comparable à Michael Jackson dans le temps. C'est son idole d'ailleurs. Et il y a certains samples de chansons de Michael Jackson dans les chansons de Weeknd, mais on calcule, là. Tu sais, ils n'ont pas les chiffres exacts, c'est sûr. Il y a des chiffres qui sont publics, il y en a qui ne le sont pas. Mais il y a The Tradable, qui est un magazine de l'industrie musicale, évalue qu'entre 2015 et 2022, il aurait généré entre 75 et 150 millions annuellement. Annuellement, gang. C'est énorme, là. Et sa dernière tournée, il en était à 635 millions de revenus. Et là, celle-ci, il était, il n'y a pas si longtemps, là, à 500 millions, mais il n'est même pas fini sa tournée, là. Alors, c'est vraiment énorme. Il a battu beaucoup de records. On le sait, Blinding Lights, c'est la chanson la plus streamée de l'histoire de The Weeknd. Et je dois vous dire, ce qui rend aussi assez difficile de faire un blueprint exact, c'est que justement, le fameux iceberg, là, celui qui est en dessous de l'eau, là, ben honnêtement, il n'en parle pas trop. On le sait pas trop. Moi, je m'en doute parce que ça fait 8 ans que je suis dans l'entrepreneuriat numérique, donc je comprends qu'il y a énormément de travail qui a été fait digitalement. Et ce que ça me fait constater, cette recherche-là que j'ai faite sur le blueprint de The Weeknd, c'est qu'aujourd'hui, là, alors que moi, je pensais, ça, là, c'est en train de me réconcilier avec, tu sais, de m'aider à terminer mon deuil du milieu de la musique parce que moi, je me disais, la musique, c'est fini, il n'y en aura plus, il n'y aura plus de revenus, c'est gratuit, mon modèle d'affaires est brisé. Puis après ça, je me disais, OK, on a peut-être reconstruit un modèle d'affaires pour la musique, mais ce modèle-là va juste fonctionner pour des succès potentiellement mondiaux. Donc, ça n'inclura pas des succès en français puis québécois. Ça va être très difficile. Puis en ce moment, je ne vois pas poindre le début d'une solution, là. C'est difficile. Fait que, tu sais, ça me faisait dire, my God, non seulement... Là, le modèle est plus brisé. Non seulement ça, c'est possible de faire plus d'argent qu'avant avec la musique. Donc, si on compare, là, les bandes à moyen, tu sais, qui ont une moyenne portée, vont pouvoir monétiser encore plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de frontières. Pourquoi? Parce que c'est possible d'aller chercher les fans directement grâce au digital. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de moins d'intermédiaires si on est le moindrement entrepreneur ou si on est le moindrement capable d'investir dans cette portion-là de sa carrière. Le temps que les majors mangent tout ça, là, parce que je pense que pendant un bon bout de temps, tu sais, les compagnies de disques ne touchaient pas aux shows puis au merch, puis ne touchaient pas à ces ventes-là. Alors, si la compagnie de gérance gardait ça directement, ben à ce moment-là, c'était possible de monétiser beaucoup. Bon, maintenant, les gros joueurs, donc qui sont des entités qui font des deals 360, donc qui incluent le show, le disque, le merch, le tout, là, les films, tu sais, de tout ce que tu veux faire, là. Fait que, tu sais, comme Live Nation, c'est ça. Ben eux, là, ça va être des deals globaux. Puis, c'est ce que Céline Dion va signer, là, un deal global avec Live Nation. Donc, il n'y avait plus de compartiment, là. Ça, je garde ça pour les Québécois. Ça, je garde ça pour si. Après le départ de René, elle a signé un deal global. Bref, je m'en vais ailleurs. Je reviens à The Weeknd puis à ce fabuleux succès qui a été construit, on l'a vu à l'épisode précédent, donc par un habile... une construction habile d'un buzz grâce au digital, mais aussi grâce à une musique, un génie, un son qui ressemble à personne, quelqu'un qui a un énorme talent. Parce que c'est ça l'affaire, là. Tu sais, les gens qui vont me dire « Ah, moi, ça marche pas parce que j'ai pas l'argent pour faire du marketing. » Puis là, j'écoute les tunes puis c'est poche. Tu sais, c'est ça, là. C'est qu'à la base, un gros hit, là, un vrai hit, là, ça n'aura jamais de misère à aller toucher les gens. Même si tu fais juste de l'organique, même si un vrai hit, c'est facile. Puis des vrais hits, il n'y en a pas tous les jours. Fait qu'à la base, donc, il y a des chansons qui sont extraordinaires. Ce que lui avait, ce que The Weeknd avait, il y avait des chansons extraordinaires. Alors là, il y a eu un bidding war. Fait que là, il se fait
offrir probablement Mère et Monde. Ça, je peux vous raconter ça un peu. Quand il y a un bidding war, il se fait offrir un paquet d'affaires. Probablement, donc, celui qui a gagné, là, qui a signé le contrat, bien, il a produit, écoute, ça, c'est la grosse machine Universal. Ils ont dû dire, bon, ben là, si tu signes avec nous, on va pouvoir t'offrir telle opportunité, telle opportunité, telle opportunité. Puis la grosse opportunité pour The Weeknd est venue assez rapidement. Et elle est venue rapidement, mais il y avait, encore une fois, c'est important, il y avait ce qu'il fallait pour livrer. C'est-à-dire qu'il y a eu l'opportunité. Donc, au début, il lance ses albums un petit peu plus, tu sais, les albums démo dont on en parlait à l'autre épisode. Il obtient son deal. Là, il sort une compilation avec ses albums démo-là, tout ça. Et là, il sort un album encore dans le style un peu R&B, plus niche, plus inventif, plus succès critique. C'est un génie. Il est toujours aussi mystérieux. Mais là, il a fait une collaboration avec Ariana Grande, qui était son premier top 10 dans le Billboard. Et là, il comprend que c'est bien le fun d'être niche, puis d'être le futur du R&B, puis de capter son talent. Là, les jeunes, ce qu'ils aiment, c'est qu'ils viennent vraiment chercher leurs émotions au niveau des paroles. Ça leur ressemble. Il est capable de connecter avec eux autres. Mais là, avec Ariana Grande, en allant vers le pop, il y a un énorme hit, puis là, il prend goût, il fait ouf. Ça, c'est intéressant. Alors arrive la grosse opportunité qui est, il y a une place dans le film 50 Shades of Grey. Puis ça, c'est aller pitcher pour des films puis de la TV. Là, j'ai fait ça une fois à Los Angeles. Bien, plus qu'une fois à Los Angeles, mais j'ai participé à un événement de pitch que j'oublierai jamais là, à Los Angeles. C'est vraiment fascinant. Tu as tout le monde devant toi là, qui font, mettons, on avait Grey's Anatomy à une table, telle autre émission à l'autre table. Ça, c'est formidable. Puis tu as accès à ces gens-là. Il faut que tu aies la toune pour aller avec. Tu as beau avoir le meilleur contact avec la fille qui décide. Si ta chanson n'est pas... est pas à niveau, ben ça marchera pas. Là. Fait que probablement qu'eux, ils lui ont dit « Ah, ben tiens, nous, on a l'opportunité de te donner une place dans le film 50 Shades of Grey. T'as-tu une toune qui fitterait avec ça? » Puis là, ben, il est arrivé Earned It, qui est un de ses plus gros hits, que j'aime beaucoup, moi. Alors, la chanson a été prise par 50 Shades, puis là, ben, ça a été vraiment son premier succès mondial, puis une vitrine mondiale, parce que tu combines la promotion du film et la promotion de l'artiste. Donc, tu sais, c'est les deux ensemble. Donc, de lancer un artiste avec un film, c'est depuis le début des temps que ça se fait. Madonna était partie comme ça. Live to Tell, c'était une toune de film, là, au départ. Alors, tu sais, donc, tu as le marketing du film plus le marketing de la compagnie disque, fait que ça aide à devenir un gros hit. Et là, ça ouvre les portes mondialement. Alors, c'était énorme hit. Et là, il se dit, bon, ben écoute, le pop, c'est pas mal ça. Je devrais peut-être m'en aller là. Et pour plusieurs personnes, arrive après le moment. Puis là, je saute des choses. Je sais que les puristes vont me dire, mais là, je mets l'emphase sur certaines affaires. Alors, arrive après ce que bien des gens vont dire que c'est ça, The Weeknd, c'est Daft Punk. Pour bien des gens, The Weeknd, c'est la collaboration avec Daft Punk qui a fait l'album Starboy. Et là, si vous étiez à Montréal ou dans la région de Montréal dans ce temps-là, je vous le dis, là, à Mix 96, là, c'était une toune de The Weeknd aux 2 tounes. Il y avait juste The Weeknd, parce qu'au Canada, tu es obligé de mettre du contenu canadien, fait que là, c'est du contenu canadien. Écoute, on avait du The Weeknd avec les 2 minutes, et c'est un album, effectivement, massif en termes de hits. Donc, on pense à Feel It Coming, Starboy, qui était numéro 1 sur le Billboard. Puis I Feel It Coming, c'était light, c'était européen, c'est devenu énorme, là. C'est des milliards de streams. The Weeknd avait quelque chose que je pense pas vous en avoir parlé ici, mais c'est quelque chose qu'on remarque. Puis c'était vrai à l'époque du traditionnel, mais c'est surtout vrai à l'époque du digital. Pour percer, avoir une coupe de cheveux ou des cheveux reconnaissables facilement, ça va beaucoup aider un artiste à devenir populaire rapidement.
Parce que, tu sais, quand tu vois passer quelqu'un, s'il est habillé pareil que son voisin, s'il a le même look que son voisin, ça prend du temps avant que tu le reconnaisses, tu sais. Tu ne le reconnais pas tout de suite, surtout quand, exemple, là, quand tu surfes sur TikTok ou sur Instagram, là, c'est pas tout de suite que tu vas reconnaître quelqu'un. Il faut que tu le vois plusieurs fois, souvent. Alors, avoir une coupe de cheveux reconnaissable, à l'époque, lui, il avait la coupe de cheveux ananas. Puis, il y a bien des gens, tu sais, c'est même dans les magazines, puis même dans le rapport, je vous l'ai dit, ma fille m'a fait son rapport de recherche. Merci, Mila. Sa coupe de cheveux, donc ananas, a contribué beaucoup à propager son nom, sa reconnaissabilité chez les gens. Alors, son branding, là, était donc vraiment fort. Mais là, avec Starboy, il a pu se permettre de changer de look. Mais avant ça, tu sais, il avait breaké avec son look. Puis, je vais le dire, il y a une fille qui parle souvent de branding là, que je suis, qui s'appelle Coco Moco. Coco a dit que si tu veux devenir populaire, il faut que tes fans puissent se déguiser en toi à l'Halloween. C'est vraiment bon. Je trouve ça vraiment bon, effectivement. Tu sais, à l'époque, on se déguisait en Madonna ou Michael Jackson, mais tu sais, si tu dis « je me déguise en Tina Arena », ça te dit rien, hein? Fait que je sais pas pourquoi c'est ce nom-là qui m'est venu en tête, là, mais... Fait que bref, lui, il avait ça, The Weeknd, dès le début. Il demeure dans toute cette popularité-là, donc c'est des millions de hits, c'est des millions de streams, et il demeure tout de même mystérieux. Et ce mystère-là, je pense que ça contribue aussi à son succès. Parce que, vous savez, quand on est jeune, là, il faut pas que ce soit trop populaire, faut pas que ce soit ringard pour que, tu sais, quelque chose que, à mon époque, mettons, là, que il y avait des albums, là, qui étaient vendus à la télévision, là. C'était un artiste qui était vendu à la télévision, là, c'était pas hot, là. Hein? C'était quétaine, tu sais, c'était vu de même. Et donc, tu sais, quand t'as besoin de faire de la pub beaucoup sur quelqu'un, c'est pas vu comme classe ou difficile d'accès. Puis lui, il a toujours été capable de garder cette réserve-là ou ce mystère-là. Pourquoi? Parce que depuis des années, ils ont toute une équipe qui travaille digitalement pour aller rejoindre digitalement les fans. Puis ça, c'est pas juste, là, avoir une infolette, puis envoyer une infolette, puis envoyer des informations, là. C'est pas ça, pas en tout, là. C'est d'aller rechercher digitalement de l'information sur tous tes fans. C'est-à-dire ceux qui viennent sur ta page Facebook, ceux qui viennent sur Twitter, parce que lui, il était sur Twitter, ceux qui viennent sur YouTube, ceux qui viennent sur ton site web. Et ça, quand tu as une machine qui collecte le data, là, c'est ça un CRM, qui collecte le data, là, OK, tout ce monde-là sont venus sur le site, tout ce monde-là sont venus, tout ce monde-là, et là, tu peux décider à tel moment, OK, tu cibles juste ces personnes-là et tu leur envoies, pouf, un petit vidéo de Weeknd qui va passer, un extrait sur YouTube, un extrait sur Facebook. Là, tu vois ça, pouf, ça te pousse. C'est dans du contenu sponsorisé, mais ça va passer, puis toi, ça donne que tu aimes The Weeknd. Fait que, tu sais, ça te dérange pas que c'est sponsorisé, puis tu vois un bout de sa tourne, oh, wow, c'est bon. Et là, tu suscites l'intérêt. Quand tu es sur Instagram, pouf, tu regardes des stories, puis pouf, il y a une nouvelle tourne de Weeknd, tu sais, qui est là. Parce que toi, tu aimes ça, puis tu es ciblé directement. Alors, tout l'argent qui est mis en marketing puis en communication, c'est possible de cibler directement une audience. C'est énorme la différence que ça a avec la vie d'avant, où tu espérais, en envoyant de la pub, peut-être, aller chercher une ou deux personnes qui est intéressées par ton produit. Maintenant, tu peux cibler des gens qui sont déjà venus s'intéresser à l'artiste. Donc, c'est phénoménal. Donc, c'est sûr que, bon, il y a des lois maintenant sur les informations personnelles. Puis oui, à chaque fois que vous êtes arrivé sur un site, ils vous disent, on peut-tu garder ces informations-là comme quoi vous avez de l'intérêt ou on ne peut pas? Puis on peut-tu les partager ou on ne peut pas? C'est ça que ça veut dire. Parce que là, quand tu arrives sur un site, est-ce qu'on va pouvoir partager ces informations-là à quelqu'un d'autre? Parce que la pub qui vous est envoyée, là, peu importe vous êtes où, sur Google, comme je vous ai dit, l'Instagram, Facebook, c'est ciblé. Vous avez été, identifié comme quelqu'un qui s'intéresse à telle affaire.
C'est pour ça que vous allez recevoir quelque chose qui est pas tant champ gauche. Tu sais, c'est... Moi, écoutez, des fois, j'ai un jeu que je joue, là, des fois, sur mon iPad, là. Puis dans mon jeu, il y a des pubs, là. Puis là, ce qu'il m'envoie... il m'envoie des pubs de maisons de retraite, tu sais. Je suis comme, OK, déjà, comme, calmez-vous. Tu sais, des fois, j'envoie des bizarres, là. Fait que c'est peut-être parce que mon jeu, c'est un jeu, tu sais, un jeu, je joue à Freecell depuis que je suis jeune, j'aime ça jouer à ça, mais c'est un jeu de vieux. Ben oui, peut-être pour ça. En tout cas, fait que ça, tu m'envoies de la pub de même, mais tout ça pour dire que c'est de la pub qui est toujours ciblée. Alors, quand tu as une équipe qui a un bon CRM puis que tu peux bien cibler, et manifestement, c'est ce que l'équipe de Weeknd fait mieux que tout le monde, sauf peut-être Taylor Swift, qui, elle, c'est comparable. Le succès des tournées de Weeknd, c'est comparable avec Taylor Swift puis les Rolling Stones. C'est aussi gros et c'est ça se construit mondialement avec un contact direct avec les fans. Puis quand tu as un contact direct avec les fans, donc tu peux cibler, tu peux envoyer des extraits de tunes, des extraits d'entrevues, des extraits de tu veux-tu exclusivement acheter telle affaire, ça garde le contact, ça garde l'intérêt, puis ça demande moins de déplacement aussi. Et ça, c'est... Vous allez voir, on va en reparler dans l'épisode sur Dalida, mais ça demande moins de déplacement, puis ça permet donc à l'artiste d'avoir une vie un petit peu plus équilibrée aussi. Fait que c'est super intéressant. Fait que ça, là, je vous parle du derrière. Donc, le derrière permet de créer cet intérêt-là des fans qui sont toujours au courant, qui sont ambassadeurs, qui sont... donc, qui vont être présents à chaque fois que l'artiste arrive avec un nouveau produit. Donc, je vous ai parlé de ses cheveux. Je vous ai parlé aussi d'un autre fait important, je pense qu'il a compris avant tout le monde, c'est que le digital, là, c'est de la collaboration. Fait qu'au départ, on le sait, il y a eu Drake. Et là, il y a eu une chicane avec Drake à un moment donné. Aussi, les deux gars viennent de Toronto, tout ça. C'était bon comme association. Maintenant, bon, il y a eu une petite chicane entre les deux. Il a gardé ses droits, tout ça. Mais ça a été quand même déterminant. Puis Drake, probablement que Drake a aussi pu, par cette... je sais pas si... Parce que lui aussi, là, il a un CRM incroyable, puis il a une machine digitale incroyable. Drake est dans ceux qui ont une meilleure machine. Est-ce que Drake a copié la machine de The Weeknd ou The Weeknd a copié la machine de Drake? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu une chicane à un moment donné. C'est peut-être pas toujours les tunes, hein? Des fois, c'est de la business. Fait que, mais c'est ça. Fait qu'ensuite, The Weeknd, collaboration avec le film, collaboration avec des artistes aussi, qui fait qu'à chaque fois que tu collabores avec quelqu'un, bien, ça augmente ton audience et ça... ça, ils l'ont fait de façon formidable là, en choisissant. Là, il y a Lana Del Rey, entre autres. Là, j'ai tellement pris de notes que là, je cherche ce bout-là. Je le vois pas. Mais bref, vous le voyez, les collaborations, donc, ont été très importantes pour lui. Je vous parlais de l'album qu'il a fait avec Daft Punk, donc encore plus pop. Ouvre les charts européens, mais aussi gagne un Grammy. Grammy du meilleur album R&B cette année-là, numéro 1 dans 20 pays, 8 millions d'exemplaires vendus. C'est la consécration extraordinaire pour Starboy. Donc, cette collaboration-là était extrêmement gagnante. Puis ensuite de ça, il arrive avec After Hours. Mais avant After Hours, je pense, faut que j'aille voir en quelle année il a fait son Super Bowl. Ah, c'est 2021, c'est après After Hours. Fait que là, il arrive avec After Hours après son autre album. Et Blinding Lights, qui devient la chanson la plus streamée de tous les temps. Et c'est là qu'ils ont dû mettre en place là, ce système-là. Moi, je travaillais avec une jeune geek qui travaille, qui connaît bien là, la musique et le digital. Puis elle avait calculé, elle m'avait dit, pendant qu'elle était en tournée l'année passée, je pense qu'il y avait juste dans le coin, ce qu'on était capable d'aller voir, il y avait 240 pubs de Taylor Swift qui roulaient sur le web en même temps. Fait que ça, le 240, là, c'est que chaque pub est segmentée. Donc, c'est genre, ça, c'est pour ceux de entre 30 et 32 ans dans telle région. Puis ça veut dire qu'ils ont des différents modèles de pub pour chaque personne. Plus tu peux personnaliser ta pub, plus tu as des chances de convertir. Bref,
C'est assez phénoménal. Alors, donc, Blinding Lights devient le record absolu, 4,5 milliards de streams. Et c'est là qu'il se fait offrir de faire le Super Bowl. Et quelque chose que vous savez peut-être, peut-être pas, mais quand un artiste fait le Super Bowl, il n'est pas payé. Comprenez-vous? Il n'est pas payé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cachet. Mais avez-vous idée de comment ça peut coûter de présenter un show au Super Bowl? Tu sais, là, ça veut dire que si tu n'es pas payé, il faut que tu arrives avec ton stage, tes techniciens, tes lumières, tout, tu sais, ils ne payent pas la prod. Tu sais, si tu n'es pas payé, c'est toi qu'il faut qu'ils payent la prod. C'est toi qu'il faut qu'ils payent les danseurs, tout le monde. Sauf que c'est une fenêtre mondiale extraordinaire. C'est 100 millions de téléspectateurs qui regardent. Donc, c'est la pub la plus intéressante possible pour un artiste. Alors, les artistes n'hésitent pas à investir pour le faire en se disant que ça va avoir de l'impact en vente. Fait que l'équipe de The Weeknd a investi 7 millions de dollars. Ça a coûté 7 millions la production de son show pendant le Super Bowl. Avouez que, hein? Puis ça, c'est en plus de... Parce que là, quand tu fais le Super Bowl, j'imagine que tu lances un paquet de marketing puis un paquet de pub par en arrière. Mais tout ça est beaucoup plus discret. Parce que, comme c'est direct to fan, c'est pas des grosses annonces à la TV, c'est pas des gros billboards. Alors, ça fait plus personnalisé. J'imagine que ça contribue aussi à la relation que l'artiste peut développer avec ses fans. Alors, c'est très, très puissant. Donc, oui. Fait qu'après le Super Bowl, arrive donc, c'est l'album After Hours. Ah, là, je vais parler de quelques fails pour The Weeknd. After Hours a eu 0 nomination au Oscar. Et là, au Grammy. Et là, c'est comme le bouchon pète. T'sais, quand tu as l'album avec la chanson la plus écoutée de tous les temps, probablement les plus grosses ventes de l'année, puis tu as 0 nomination, c'est un peu pas normal. Ensuite, Abel, peut-être que... je parle de son nom parce que c'est toujours délicat de dire ça, mais est-ce qu'il y a un sous-entendu de choix qui sont peut-être... parce que la diversité n'est pas représentée assez dans les catégories de pointe. Certainement que c'est un club fermé, là, la gang des Grammys. Là. Fait que ça prend du monde comme lui qui se lève puis qui dit à ses fans, « Regarde, moi, je boycotte les Grammys. » Puis ses fans, ils ont embarqué avec lui puis sont très au courant de cette histoire-là. Donc, il décide de boycotter les Grammys parce qu'il n'y a aucune nomination, puis il voit une certaine discrimination, un certain cercle fermé, il s'exprime sur le sujet, mobilise ses fans. Ça fait beaucoup de bruit, ça. Fait que c'est une première comme controverse, parce que dans ce temps-là, j'imagine que les gens... Bien, d'habitude, là, un artiste qui fait des affaires de même, là, la presse peut choquer, puis là, elle peut décider de ne plus parler de toi, elle peut décider de ne plus te donner de la place, puis de parler contre toi. C'est ce qui arrivait à l'époque. Vous en parlerez à Sinéad O'Connor. Mais ça pour dire que quand tu as un contact direct avec tes fans, la presse a plus de pouvoir sur toi. Alors lui, il peut se permettre de faire ça. Puis ça a beaucoup d'impact. Alors quand il a fait ça. Mais c'est quand même, tu sais, ça n'a pas dû faire l'unanimité comme move. Ensuite de ça, bon, il a décidé de devenir ça. Il y a souvent des fails quand un artiste décide de sortir de sa case. Hein? Les gens n'aiment pas ça quand un artiste sort de sa case. Là, il a décidé de scénariser puis être dans une série qui s'appelle The Idol, qui a eu des critiques dévastatrices. Là. Les chansons de la série ont quand même connu du succès, mais ça a été vu comme malaisant, pas très... bref, ça a pas marché. Mais ça l'a pas cancellé tant que ça. Je pense que, justement, grâce à une certaine époque, un fail comme ça, parce que ça a quand même été un fail, là, les gens ont frappé là-dessus. Là. Parce que, tu sais, quand quelqu'un a trop de succès, quand quelqu'un a vraiment trop de succès, à l'époque, ce que les gens perçoivent comme trop de succès, comme... Jean-Marc Parent, à l'époque au Québec, avait un succès absolument époustouflant. Il était multiplateforme avant tout le monde. Les gens se garrochaient. Il y avait un engouement, Jean-Marc Parent, comme on n'avait jamais vu. Évidemment, là, le monde se met à frapper là-dessus.
Et donc, The Weeknd, les gens devaient attendre là, à quelque chose qui est moins performant pour le critiquer. Puis, ils sont allés de critiques vraiment, vraiment virulentes à son égard. Ceci dit, comme c'est ça, il ne dépend pas des critiques. Mais il y a un contact direct avec ses fans. Ça fait que l'impact à long terme n'a pas été aussi dévastateur que ça aurait pu l'être à une certaine époque. Alors bref, il a continué, mais quoi d'autre aussi? Bien, il y a eu un film, il a fait un film dernièrement. Là-dessus, ça a été mi-figue, mi-raisin. Je l'ai vu, le film, parce que ma fille, c'est la plus grande fan de Weeknd. Alors, le film est quand même intéressant parce que il y a une qualité cinématographique au film. Il y a une vraie histoire. C'est pas... ça n'a pas l'air de... Parce que Dieu sait que j'en ai vu des documentaires d'artistes qui sont des projets de vanité et qui sont plates. Si Nolwenn Leroy, elle écoute ce podcast-là, elle va se souvenir d'une soirée qu'on avait eue ensemble, souffrir un documentaire d'un artiste. En tout cas, tout ça pour dire que c'est pas toujours bon. Mais là, non, c'était pas un documentaire, c'était un vrai film. Puis non, c'était bien fait quand même, mais encore une fois, ça n'a pas fait l'unanimité. Mais ça explique, un de ses plus gros fails pour lui, ou une des choses qui a été le plus traumatisante dans sa carrière. Puis c'est arrivé pendant la tournée d'After Hours. Il est à Los Angeles, il est sur la scène, et à un moment donné, il n'y a plus un son qui sort de sa bouche. Ça sort plus, il chante plus, il n'y a plus rien. Tu sais, c'est comme... Et là, il part, il sort de la scène, puis il revient, puis il dit, écoutez, je vais être obligée de vous rembourser, puis je vais le refaire, le show, mais ma voix, elle vient de me quitter. Puis l'affaire, c'est que, et ça, c'est drôle parce qu'on a vécu ça, nous autres aussi, avec un de nos artistes, c'est que la voix ne sortait plus. C'était même pas une question de physique, il n'y avait pas de nodule, il n'y avait pas de blessure, parce que la voix, des fois, ça peut se blesser, mais dans son cas, il ne trouvait pas la raison pourquoi ça sortait plus. Puis nous autres aussi, ça est arrivé. Dans ce temps-là, c'est plus psychologique, c'est plus au niveau du trauma que ça se joue. À un moment donné, ton corps t'envoie le message, puis c'est souvent un signe de burn-out, là, parce que, tu sais, tu continues malgré tout. Puis à un moment donné, ton corps va dire, est-ce que tu m'écoutes pas, là? Moi, ça fait un bout que je suis fatiguée, alors je shut down. Et dans son cas, à lui, donc, sa voix, elle a coupé. Puis c'était le début pour lui d'une quête plus intérieure. Hein? Tu sais, au début de notre vie, c'était à l'extérieur de soi qu'on essaie de grandir, de se construire, de tout ça. Mais à un moment donné, pour s'optimiser, il faut aller à l'intérieur de soi. Alors lui, ça a été ça. Donc, ça a été le début de sa quête intérieure, aller trouver c'est quoi ses blessures. Puis il l'explique un peu dans des entrevues autour du film. Il dit, j'arrêtais pas de parler de peine d'amour, puis de torturer, puis de toxicité. Bon, c'est cool. Mais à un moment donné, il dit peut-être que mon inconscient faisait que je vivais toujours ça pour pouvoir écrire ça. À un moment donné, il faut que je sorte de ça. Parce que ça s'installe, hein, c'est à un moment donné, on a droit au bonheur, là. Alors, bref, c'est un peu sa quête à lui en ce moment. Il dit qu'il va tuer The Weeknd. Donc, quand il a perdu sa voix, il a dit que le personnage de The Weeknd va mourir parce qu'il veut changer de style, de mood, de sujet. Hein? Et donc, puis après ça, il va devenir Abel. Est-ce que ce serait maintenant la dernière tournée avant qu'il devienne Abel? Ça va permettre... Chaque album a, depuis là, After Hours, chaque album a vraiment un thème puis une histoire. Puis ça s'écoute du début à la fin aussi. C'est vraiment monté comme ça. Ça aussi, c'est brillant. J'ai entendu dire aussi que chaque section de chanson est testée pour voir si... c'est testé pour voir si ça va fonctionner, telle seconde, c'est quoi les extraits qu'ils vont mettre sur TikTok, les extraits, c'est vraiment rendu une science, là, tout ça, là. Alors, en bref, vous voyez que c'est énorme. Puis, je suis convaincue que j'ai même pas couvert, là, 10% de l'ampleur de la machine derrière The Weeknd, mais c'est vraiment fascinant. C'est un artiste, je vais dire 4.0. C'est vraiment un artiste 4.0. Son modèle
et 4.0, sa musique est extrêmement travaillée, pensée, testée. Va chercher des collaborations. J'ai l'impression... Les collaborations, là, c'est se tester lui-même. Dans le temps, les artistes ne faisaient pas ça. Ils n'écrivaient pas avec d'autres artistes. Premièrement parce que c'était compliqué, là, les autorisations. Si tu n'étais pas sur le même label, là, tu ne pouvais pas aller mettre une chanson sur un label qui n'était pas le tien. En tout cas, contractuellement, c'était compliqué. Puis il y avait une certaine réticence aussi, puis je l'ai vécu. Ça, c'est une autre affaire que j'ai vécue aussi, c'est le fait qu'ils n'aiment pas se faire challenger, souvent les artistes, d'aller collaborer avec un autre. Il y en a qui, même s'ils sont très populaires, sont encore très insécures. Alors, d'aller travailler dans une pièce avec d'autres artistes, c'est pas toujours naturel. Et je voyais que moi, en tout cas, je me suis frappée à plusieurs réticences à ce niveau-là. Je vous parlais de la perte de voix qui peut être psychologique. Là, c'est la porte ouverte vers un retour vers soi. Puis nous, on l'a vécu avec Corneille, puis je peux me permettre de le dire parce qu'il l'a raconté dans son livre, mais lui aussi, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il n'y avait plus de voix, ça sortait plus. D'où on va aller chercher ça vient de où, puis c'est quelle partie. Puis pour lui, ben là, ça a ouvert la boîte de Pandore. Il fallait qu'il aille gérer tout ce qu'il n'avait pas. Il était en mode survie, Corneille, là, depuis son arrivée au Canada. C'est sûr qu'il avait vécu des choses extraordinaires, mais parfois, notre vie, notre corps nous indique qu'on a des blessures émotionnelles qu'il vaut la peine d'aller guérir. Donc, j'imagine que ça a été la même chose pour The Weeknd, qui a repris chacun des concerts qu'il avait annulés pendant cette tournée-là, qui est retourné donc en Australie en début d'année pour aller voir les gens. Il avait annulé des concerts en Australie, donc il a tout refait ça. Puis une super voix, là, en ce moment, dans le concert, on l'a vu. Ça semble être guéri. Donc, 150 millions par année, 650 millions peut-être cette année avec les concerts. Un succès comparable à Michael Jackson en chiffres. C'est en chiffres d'avant et maintenant. Donc, le modèle d'affaires n'est pas brisé. Au contraire, il survit bien si on le digitalise. S'il y a des gens de l'industrie de la musique qui m'écoutent, là, il faut digitaliser le modèle d'affaires pour qu'il soit performant. Donc, ça ne peut plus fonctionner comme avant. Puis là, je sais, là, eux autres qui ont un paquet de barrières systémiques, là, parce que les subventions, eux autres, ne sont pas adaptées au nouveau modèle d'affaires. Alors, c'est ça. C'est long de faire cette transformation-là quand on est à l'intérieur d'un système qui est très, très structuré. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Là, je vais regarder mes notes. J'en ai plein. Mais non, ça fait le tour de ce que je voulais vous partager sur le blueprint de The Weeknd. Est-ce que vous aimez The Weeknd? Moi, je pense que c'est aussi le blueprint, c'est que c'est 7 à 77, là, ces chansons, les jeunes comme les moins jeunes les aiment, sont très accessibles. Et voilà, c'est un modèle à suivre pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans une carrière musicale. Mais ce qui est vrai pour lui, c'est vrai pour tous les business, de toute façon. Alors, j'aimerais ça vous lire. Abonnez-vous. Venez faire des commentaires. Je vous prépare mes sujets de l'automne. Si vous avez des demandes spéciales... Ah oui, je me suis fait demander, puis ça, je vais le faire. Je me suis fait demander Reese Witherspoon, qui a créé une entreprise phénoménale qu'elle a vendue pour des billions. Je vais vous raconter ça. Ça, je vais le faire. Le blueprint de Reese Witherspoon. Donc, ça, c'est ma première demande spéciale. Mais si vous en avez d'autres, gênez-vous pas. Alors, je vous embrasse. À la semaine prochaine.